Nous en sommes déjà à la deuxième capsule. Euh, on était rendu à parler de diffraction. J'avais utilisé un outil média sur Internet là, pour vous expliquer un petit peu en quoi consistait la réfraction et de l'expliquer aussi. Je vais poursuivre avec la réfraction. Il reste encore quelques petites choses intéressantes à dire à ce propos-là. Donc, euh, donc, si on utilise une source de lumière, et puis que je fais traverser cette lumière-là dans un prisme en verre que je mets ici, et que là j'appuie sur la source de lumière. Donc, ce qui se passe, c'est que là, ben, comme on s'y attend, la lumière passe à travers. Il y a un changement de vitesse qu'on ne voit pas ici, là, qu'on ne perçoit pas parce que l'angle d'incidence est de 90 degrés. Il n'y a pas de changement de direction parce que la lumière rentre à 90 degrés par rapport à la surface d'entrée du deuxième changement de milieu. Par contre, si j'incline le prisme, là on va mettre en évidence le phénomène de réfraction. Voilà. Donc changement de direction dû au changement de vitesse. Et jusque de l'autre côté, où il y a un autre changement de milieu, un deuxième changement de milieu, soit du vert à l'air, et là, une autre inclinaison du rayon, accélération, impliquant un deuxième phénomène de réfraction à la sortie. Bon, c'est certain que là, je pourrais décider de reproduire le disque de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, en changeant le prisme. Donc, je sais pas comment est-ce que je peux faire. Ok, on le remet ici. Regardez, et voilà. Donc, étant donné la forme triangulaire, le rayon arrive à l'entrée, changement de direction parce que on est à un angle d'incidence différent de 0 degré. Et puis, un autre changement de direction ici. Ce qui est intéressant de faire remarquer aussi, c'est que l'angle de réfraction dépend bien entendu de l'angle d'incidence, dépend de la vitesse du deuxième milieu par rapport à la vitesse dans le premier milieu, mais dépend aussi de la longueur d'onde du rayon. À preuve, si je change la longueur d'onde, donc vous voyez l'angle de réfraction qui est modifié, passe de rouge à jaune à vert, et voilà. L'angle de réfraction est plus élevé pour des longueurs d'onde plus courtes. Voilà. De sorte que si on met une lumière blanche, la lumière blanche, elle, c'est le mélange de toutes les longueurs d'onde. Donc, lorsqu'on fait traverser la lumière blanche par le prisme, étant donné que toutes les longueurs d'onde vont dévier, vont réfracter à des angles différents, on va assister donc à une séparation des différentes longueurs d'onde. Puis là, notre œil et notre cerveau va percevoir les différentes couleurs prenant des directions différentes. Voilà. Donc ici, là, c'est sûr que là, je pourrais changer de milieu et le mettre plus évident, comme c'est ici. Voilà. Je peux changer à volonté l'indice de réfraction. Et là, on voit vraiment le changement de direction ici qui a lieu à la sortie du prisme. Comme ça. Voilà. Soit dit en passant, tant qu'à parler de réfraction, faire une petite parenthèse en rapport avec ce que vous observez déjà dans le ciel à certaines occasions, lorsque à certains endroits il y a des averses de pluie et que les rayons du soleil traversent ces averses-là et parviennent à votre œil après. Donc les rayons du soleil passent à travers les gouttelettes d'eau et les gouttelettes d'eau étant sphériques, donc si je peux prendre comme milieu de l'eau, de l'air, comme premier milieu, comme ça ici. Donc c'est sûr que c'est pas évident, on le voit à peine là, sur l'image, mais il y a... je pourrais peut-être déplacer mon... Non, ça change rien. Comme ça ici.
La lumière blanche du soleil qui passe à travers les gouttelettes d'eau. Et là, vous voyez, vous êtes en mesure de voir un petit peu le changement des les différentes longueurs d'onde qui sont séparées puis qui parvient ensuite à votre œil. Ce que vous voyez, ce sont les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel sont produits par le phénomène de réfraction de la lumière du soleil qui passe à travers les gouttelettes d'eau. Et, vous voyez, et là, ça donne ce que vous voyez, là, les arcs-en-ciel dans le ciel lorsqu'il pleut et il fait soleil en même temps. Bon, c'est intéressant. Outils supplémentaires ici. Bon, ok, ça je pense que c'est assez. On a compris, hein, la réfraction. Ensuite, là, si je reviens au PowerPoint, donc maintenant, on vous parle, vous savez que vous avez vu à travers votre cours de physique que les ondes répondaient à une fonction mathématique, qui correspond à une fonction mathématique dite fonction sinusoïdale. On avait défini dans le cours d'ultrason qu'est-ce qu'était la longueur d'onde, la période, la fréquence, la vitesse et l'amplitude. Je pense que je ne reviendrai pas là-dessus parce que on en a consacré du temps dans le cours d'ultrason. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus puis me répéter, avoir l'impression de me répéter. Par contre, peut-être porter votre attention sur l'équation qui est mathématique qui est en bas, là. Y fonction de la position et du temps. Ça, c'est Y, c'est la hauteur. Quand on voyage dans la fonction sinusoïdale, là, mettons, vous voyez ma souris ici, et là, on s'en va au sommet, et ensuite, on s'en va, on retourne à zéro. La fonction, elle est tracée à travers un axe XY, l'axe X étant horizontal, l'axe Y vertical. Et la fonction mathématique que vous voyez en bas, qu'est-ce qu'elle décrit? Ben, elle décrit que la hauteur, mettons le point bleu, là, quand il est très haut, il est, la valeur de y, qui est la hauteur où on se situe, est fonction de la position qu'on occupe sur l'axe des x. Hein. On voit bien que quand je me déplace sur l'axe des x, ben, la valeur de y augmente, prend un maximum, elle abaisse, elle atteint 0, et ensuite on s'en va du côté des négatifs. Donc, la valeur de y est, d'une part, fonction de la position x sur laquelle on se trouve dans la fonction sinusoïdale. On voit que ça fait des hauts et des bas, donc vous voyez que la valeur des y change constamment au fur et à mesure qu'on se déplace sur l'axe des x. Donc c'est un cycle, ça revient, là, on a un cycle complet, puis après ça on recommence au fur et à mesure qu'on a x. Mais lorsque l'onde se déplace à une certaine vitesse, ben, l'autre façon de faire varier la valeur de y, c'est en restant à la même position x, et puis là l'onde, elle va avancer, puis on va faire comme le bouchon sur l'eau, là. On va tout le temps rester à la même position x, mais c'est le temps qui va faire en sorte on va avoir des valeurs de y différentes. Donc, la valeur de y, qui est la hauteur sur laquelle on se retrouve sur la fonction sinusoïdale, est fonction à la fois de la position sur laquelle on se retrouve et du temps. Ce qui donne la fonction qui est ici. Là. A étant l'amplitude, donc la hauteur. La hauteur, elle varie. Et donc, le sinus de tout ce qui est en parenthèse, c'est une fraction de A, allant de 0 à moins 1, de 1 à 0 à moins 1. Et en fonction de la position x, qui est décrite ici, et en fonction du temps, et en fonction du déphasage, ben, on est capable, si on connaît le temps, c'est comme si on prenait une photo, là. On prend une photo à une position donnée, fait on peut connaître la hauteur de y, la hauteur du bouchon finalement, en fonction de la position où se trouve le bouchon dans la fonction, puis en fonction du temps. Si je prends une photo de l'onde après 2, 3, 4 secondes, on va voir que le bouchon n'est pas à la même hauteur en fonction du moment où je prends la photo. Donc, c'est à ça que décrit la fonction qui est ici. Mais je ne veux pas trop non plus pousser là-dedans. Il y a eu une époque, quand je donnais le cours de spectrométrie, j'allais assez loin là-dedans. Là. On faisait même des applications numériques et tout. Mais là, maintenant, c'était avant que les étudiants voient la physique des ondes dans les cours de physique. Maintenant, je considère que tout ça, là, vous l'aviez déjà vu. Peut-être pas assimilé complètement, peut-être, là, mais je ne reviens pas là-dessus. Là, je ne répète pas ce que que le prof de physique a vu avec vous autres. Superposition d'ondes, oui. Donc, ce qui est important maintenant de comprendre avant de poursuivre plus loin, c'est que lorsque des ondes se rencontrent,
elles s'interfèrent. Donc, comme par exemple, lorsque deux vagues dans l'eau se rencontrent, ben, les sommets, là, s'ils arrivent au même endroit, les amplitudes vont s'additionner. Ça va donner des vagues plus hautes, puis des creux plus bas aussi. Donc, par exemple, si vous avez deux ondes qui sont représentées à gauche, onde 1 et onde 2, et qui se rencontrent en un même point, ben, les sommets vont s'additionner, les creux vont s'additionner, ça va donner des sommets plus hauts, des creux plus bas, et puis là, on va avoir une onde résultante qui correspond à la troisième qui est en haut. Donc, ça, on appelle ça une interférence constructive, parce que l'onde résultante a une amplitude plus grande, c'est la somme des deux. Mais, on peut aussi avoir, tout dépendant de la situation, lorsque les deux ondes se rencontrent, mais qu'il y a un déphasage d'une des deux ondes l'une par rapport à l'autre, de sorte qu'en un même point, ben, le creux de une va arriver au même endroit en même temps avec le sommet de l'autre onde. Donc ça va s'additionner, mais là, ça va s'annuler. C'est un peu comme si on faisait 1 plus moins 1, ça fait 0. Tandis que dans le cas précédent, on faisait 1 plus 1, ça fait 2. Tandis qu'ici, on fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, ça donne une onde résultante qui est nulle. Donc, vous voyez là, c'est comme s'il n'y avait plus d'onde. Les deux ondes s'annulent l'une avec l'autre. On appelle ça une interférence destructive. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre avant de poursuivre plus loin, parce que c'est à la base même, par exemple, du fonctionnement du spectromètre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est si deux sources de lumière, S1 et S2, là, que vous voyez ici, là, j'aime pas trop l'image qui est ici. Je vais vous en donner un autre qui va être plus simple à comprendre pour tout de suite. Ça va être un peu plus tard que ça va être pertinent à expliquer. Je vais prendre un document là ici que, mon Dieu, où est-ce que je l'ai mis? Bon, je l'ai perdu. Ah non, il est ici. C'est bon. Donc, excusez-moi, là, ça c'est un document PDF que je vais vous remettre, donc, que je vais mettre à votre disposition. Ça va servir de note complémentaire. Puis là, ce que je vais vous montrer est effectivement ici, là. Donc, voilà. Comme ça. Comme ça. Non, c'est pas celle-là. Un instant. J'avais préparé une page pour ça, mais je la trouve plus. Donc c'est ça qui arrive quand on a trop de fichiers en même temps ouverts sur notre ordinateur. Donc, encore un petit zoom ici. Bon, encore une fois. Et voilà. C'est cette image-là que je voulais vous montrer. Parce que ça sera pas long. Je l'ai perdu encore. Désolé. C'est les joies du... je sais pas ce que t'as allé, hein. Je l'avais tantôt pourtant. Ah. Eh, misère. Hein, c'est pas drôle. Ah, et voilà. Bon. Ah, finir par y arriver. OK. Donc, cette image-là que je veux vous montrer, en espérant qu'elle ne prenne pas encore la fuite. Donc, vous avez ici deux sources de lumière qui émettent des ondes dans toutes les directions. Donc, imaginez que c'est deux ampoules électriques là, qui sont une à proximité de l'autre. Et puis, là, on va soumettre une hypothèse qui est, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais on va soumettre l'hypothèse où que la lumière, les deux sources de lumière, vont émettre leurs ondes de manière simultanée. Donc, vous voyez les fonctions sinusoïdales que vous voyez ici, là. On va émettre l'hypothèse que, en même temps, les deux lumières vont commencer à émettre de façon à ce que leurs sommets partent en même temps respectifs. Donc, autrement dit, elles partent en phase, dans toutes les directions.
Donc, imaginez-vous qu'il y a plein de petites ondes comme ça là, qui s'en vont dans toutes les directions à 360 degrés. Mais on va s'intéresser à deux directions, une pour la source de lumière en haut et une autre direction pour la source de lumière en bas. Donc, on s'imagine que à un temps zéro, les fonctions, les ondes sont émises, elles partent en même temps, et puis là, ben, elles franchissent une certaine distance et elles finissent par converger en un point bien précis. Donc, vous voyez, là, elles se touchent là, à droite, là, puis elles se rencontrent en un même point. OK? Bon, ben, vous voyez que la source de lumière du haut a parcouru une certaine distance, R1, tandis que l'autre lumière, lorsqu'au point de convergence, la distance entre le point de convergence et sa source à elle, c'est R2. Donc, vous voyez que la source de lumière en bas a parcouru une distance plus grande que R1, une distance différente. Donc, au point de rencontre, ça veut donc dire qu'il y a il y a des chances. Il y a eu un déphasage qui s'est fait. Donc, ça veut dire qu'il y a des chances que, rendu à un même point, même si les deux ondes sont parties en même temps, parce que l'onde d'en bas a franchi une distance plus grande, mais elle se déphase progressivement par rapport à l'onde du haut, de sorte que, rendu au point de divergence, mais il risque d'y avoir une interférence de nature destructive. Donc, autrement dit, ce qui risque d'arriver, c'est que le sommet de un n'arrivera pas en même temps que le sommet de l'autre parce qu'ils se sont déphasés dû à la distance plus grande qu'a parcouru l'onde en R2 par rapport à R1. Donc ça, c'est important. Et la différence de distance, ben, c'est R2 moins R1, qui est symbolisé par la lettre grecque delta ici, qui est, on appelle ça la différence de marche. Et si la différence de marche, vous voyez la longueur là, entre la source de lumière et le point à 90 degrés, là, que vous voyez ici, la distance delta, si elle correspond à un entier de longueur d'onde, je vais faire afficher ce qui est écrit ici. Donc, si delta, ce qui est marqué en haut, l'interférence constructive, si la différence de marche delta correspond à un entier de longueur d'onde. Donc, à ce moment-là, il va y avoir eu un déphasage, mais arrivé au point de rencontre, la différence de distance parcourue va être exactement d'un entier de longueur d'onde. Ça peut être une longueur d'onde, deux longueurs d'onde, trois longueurs d'onde, tout dépendant de l'angle considéré. Mais à ce moment-là, les deux sommets vont arriver au même point en même temps. Fait qu'on va avoir une interférence dite constructive. Par contre, si la différence de distance correspondait à un entier et demi, la moitié d'un entier, m plus une demi, m étant un chiffre entier, donc un entier de demi de longueur d'onde, m plus une demi, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que là, les deux ondes, à leur point de rencontre, le déphasage va faire en sorte que le creux d'un va arriver au même point que le sommet de l'autre. Et là, il va y avoir l'interférence dite destructive. Voilà. Et là, ce qu'il faut être conscient, c'est que ça, c'était pour une direction donnée. Mais la situation change constamment si on considère d'autres directions. Mettons, si je définis un autre point de rencontre, ben, on va avoir un autre résultat. Ben, il va y avoir donc une certaine proportion. Ce qui va arriver, c'est que la situation d'interférence va changer selon la direction considérée. Voilà. Et là, je vais essayer d'éclaircir ça un petit peu plus avec quelques animations. Donc là, je vais commencer par vous montrer. Non, pas celle-là tout de suite. Celle-là, on va commencer par euh, celle-là. Voilà. Donc, on sait c'est quoi une onde. Ok, je vais faire. Je vais revenir en arrière. Ça ici.
interférence. On va prendre de la lumière. Là, là, j'ai deux sources de lumière ici. OK? Et on va faire projeter, on va faire fonctionner la première source de lumière. Donc, vous voyez ici les ondes qui se propagent. Donc, on pourrait dire que les zones noires, ça pourrait être les creux, et les zones éclairées, les bandes éclairées, ça pourrait être le sommet de l'onde. Donc, je pense que par convention, c'est pas mal ça qui est fait. Si je mets un graphique là pour symboliser la fonction sinusoïdale, c'est ce que ça donne. Donc, effectivement, on voit sur l'animation, là, si je fais une pause, là, que le sommet de l'onde, euh, ici, là, le graphique que vous voyez ici correspond à la situation sur le pointillé qui est là. Donc, on voit ici que le sommet correspond aux lumières qui sont ici. Donc, ici, on a un sommet vis-à-vis, on a un autre sommet, on a un autre sommet qui est vis-à-vis ici. Sur le pointillé, on a un sommet, il est là. On a un sommet qui est ici, et voilà, ainsi de suite. Ça va? Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais faire disparaître le graphique ici, pour l'instant. Et puis, on va faire fonctionner la deuxième source de lumière en synchronisation. Voilà. Et là, la deuxième source de lumière vient de faire apparaître le phénomène d'interférence qui se propage ici. Les ondes se rencontrent. Elles se rencontrent au centre. Okay, interférence constructive au milieu. Pourquoi? Parce que nécessairement, entre les deux, à mi-chemin, sur une ligne horizontale, et là je vais mettre le graphique. Donc le graphique que vous voyez ici, c'est la situation sur la ligne pointillée horizontale. Et on voit que les ondes se rencontrent parfaitement à mi-chemin. Les ondes se rencontrent pour donner de l'interférence purement constructive. Donc les deux amplitudes de chacune des ondes se rencontrent au centre et s'additionnent. Je vais faire apparaître un écran à droite. Et on s'imagine qu'il y a une toile là, qui nous montre la lumière là, sur un mur à droite. Donc un écran. Et voilà. Donc on est en mesure de constater que vous avez au centre donc une partie très éclairée. Et lorsqu'on se tasse sur l'écran, vers le haut, vers le bas, on voit que l'intensité de la lumière s'abaisse et on a des franges sombres qui nous disent qu'il n'y a pas de lumière qui arrive ici. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Parce que on remarque là, vis-à-vis, là, si on prend le point central, et là on remarque ici là, que les, le, le sommet qui est en vert arrive au même endroit que les creux de l'autre onde. Donc, il y a une interférence destructive ici. Le sommet arrive avec le creux et ça fait pas de lumière. Très peu. Donc, elle fait une zone sombre qui est ici. Donc, je peux même utiliser un outil, là, ici, qui va permettre de mesurer. Oups, c'est ici. Et voilà. Et là, je prends un instrument de mesure. Quand je m'en vais au centre, vous voyez que les ondes, l'amplitude est quand même assez grande. Et si je me tasse, l'amplitude baisse, 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 baisse. Et voilà. Et on voit que l'onde est beaucoup moins intense, là. On a vraiment une interférence, là. Vous voyez, là, la résultante est quasiment nulle, là. On est presque à zéro. Et si je me tasse encore, ben là, hop, je vais revenir à une situation d'interférence constructive. Ça, pour donner dans une direction différente, bien entendu, là, une autre partie d'écran très éclairé. À, à cette position-là, là, on a, on a une différence de marche d'exactement un cycle, longueur d'onde. C'est la première frange. Il y a la frange au centre,
qui, elle, correspond à une différence de marge de 0. Les deux lumières qui se rencontrent ont parcouru exactement la même distance. Donc, si les sommets sont partis en même temps de chacune des deux sources de lumière, ben, ayant parcouru une même distance et elles se rencontrent au centre, les sommets arrivent forcément en même temps, puis ça fait une amplitude élevée. Et plus loin, on crée la situation où on a une différence de marge d'égale et d'exactement correspondant à une longueur d'onde, un cycle, et on revient à une situation où le sommet arrive d'une onde, d'une lumière arrive avec le sommet euh, de l'autre onde. Et suivi encore une fois, si je me tasse encore, là, on voit que hop, il y a une autre frange sombre ici, une autre interférence destructive. Ici, j'ai une deuxième fois, troisième même, si celle du centre était la première, on a un troisième angle pour lequel j'ai encore de l'interférence constructive. Ici, la situation, c'est que la différence de marche, maintenant, est de deux longueurs d'onde. M égale à 2. On pourrait même venir ici et dire qu'il y en a un autre, M égale à 3. Et voilà. Et là, je vais faire un petit exercice maintenant. C'est que la longueur d'onde influence les angles pour lesquels il y a de l'interférence destructive et constructive. Donc, vous voyez, on remarque que, vous voyez, dans le cas des longueurs d'onde plus élevées, donc dans le rouge foncé, juste avant l'infrarouge, hein, regardez la première frange lumineuse, elle se situe quand même assez loin sur l'écran. Tandis que si je considère une longueur d'onde beaucoup plus courte, proche des UV, dans le violet, donc regardez à l'écran, la frange lumineuse, la première, est beaucoup plus près du centre. Donc ça, je vais le mettre en évidence tantôt avec une autre animation. Donc, ça fait un peu le même effet, autrement dit, qu'avec la réfraction. On arrive à séparer des longueurs d'onde par réfraction, en faisant passer, par exemple, une lumière monochromatique blanche, polychromatique, c'est-à-dire blanche, mélange de toutes les longueurs d'onde. Elles vont prendre des chemins différents à la sortie du deuxième milieu. Et on arrive à séparer les couleurs par réfraction. Mais on peut aussi arriver à séparer les couleurs, les différentes longueurs d'onde, par interférence. Donc, il n'y a pas de réfraction ici, là. C'est uniquement de l'interférence, puis on peut obtenir le même résultat. Donc, c'est assez intéressant. Puis même qu'avec les interférences, on peut obtenir des résultats encore plus impressionnants en termes de séparation des longueurs d'onde, beaucoup plus qu'on est capable de le faire en réfraction. Et ça, de quoi que c'est d'un intérêt pratique tout à fait pertinent en analyse spectrale parce que en analyse spectrale, il faut absolument séparer les différentes longueurs d'onde pour les faire arriver sur des détecteurs différents afin que l'appareil puisse faire un travail de reconnaissance des différents éléments. Donc, c'est pour ça qu'il est pertinent de parler de ces choses-là parce que c'est appliqué directement dans différents systèmes d'analyse qui utilisent les ondes optiques pour l'analyse. Et là, je suis sûr que je pourrais mettre aussi un graphique d'intensité. Donc, vous voyez ici, là. Donc, intensité élevée, interférence constructive. On est sur l'écran, là, ici. Là. Et au centre, c'est première interférence constructive. Ici, on a une interférence constructive dite d'ordre 1, m égale 1, c'est-à-dire qu'on a un déphasage de 1 longueur d'onde. Puis plus loin, on va avoir la m égale 2, et ainsi de suite. L'autre chose que je vais vous montrer, là, mettons si je reviens à une longueur d'onde intermédiaire, je pourrais peut-être enlever le graphique aussi, hein. C'est que la distance entre les deux sources de lumière va jouer un rôle aussi sur le profil d'interférence. Par exemple, si je prends une distance plus élevée, donc vous voyez que il y a plus de franges lumineuses
Pourquoi? Ben, parce que l'angle qui sépare chaque frange est plus petite. Donc, si je mets ça, si j'exagère encore, là, vous allez voir qu'il va y avoir encore plus de franges lumineuses. Donc, je fais apparaître plus d'ordre. La frange au centre, complètement au centre, ça, c'est la frange d'ordre 0. Interférence constructive due au fait qu'à cet endroit-là, les deux ondes se sont rencontrées au même point. Donc, pas de déphasage, les pics arrivent en même temps. Ensuite, la première en haut, celle du haut, là, celle qui est voisine en haut de la frange du centre, c'est la frange d'ordre 1, déphasage de 1 longueur d'onde. Ensuite, la frange, la suivante vers le haut, frange d'ordre 2, interférence constructive d'ordre 2, correspondant à déphasage de 2 cycles, 2 longueurs d'onde. Et la troisième, ordre M égale 3 pour un déphasage de 3 longueurs d'onde exactement. Là, vous avez la même chose en bas, c'est l'effet miroir. Là. Et si à l'inverse, je diminue le plus possible la distance entre les sources de lumière, vous allez voir qu'à peine, là, je pense même pas qu'on distingue la première frange. Vous allez avoir uniquement la frange centrale. On vient de faire sortir ou on vient d'écarter les franges les unes des autres. Et ça, je vais le mettre en évidence tantôt aussi à travers une autre animation. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de faciliter la séparation des différentes longueurs d'onde, la possibilité de les distancer les unes des autres. Et on sait qu'en diminuant la distance entre les fentes, on peut arriver à écarter davantage les différentes franges et donc arriver à détecter des longueurs d'onde qui sont proches les unes des autres. On finit par les séparer, les distancer les unes des autres. Donc, pour faire suite avec ce que je viens de vous montrer, je vais premièrement vous expliquer que vous avez remarqué dans l'animation que je viens de vous montrer là, que si j'arrête celle-là par contre, là, ok, voilà, là je viens d'arrêter une source de lumière. Il y a juste celle du haut qui fonctionne. Donc ça c'est une source de lumière, ok. C'est sûr que ça ressemble à ce que, mettons, une ampoule électrique ou qui projette dans toutes les directions. C'est ça que ça va donner comme résultat. Mais ce que vous voyez ici, c'est un rayon de lumière que je fais passer à travers une seule fente. Et lorsqu'on fait passer de la lumière dans une fente qui est suffisamment petite, dont la taille avoisine la longueur d'onde de la lumière, ben, la lumière a tendance à sortir de la fente à la sortie avec un certain angle. Donc, elle diffracte, c'est ce que ça veut dire. Donc, l'onde va sortir en diffractant. Puis là, j'avais une animation qui montrait ça, mais je ne le trouve pas. C'est étonnant, hein? Là, il n'y a pas vraiment le temps de chercher ça là, pendant un cours. Mais c'est pas grave. Ah, ben oui, je l'ai ici. Et voilà. Tiens, comme ça. Donc, justement, ici, il y a une animation où je vais faire passer de la lumière, une lumière incidente, monochromatique, à travers une fente. Puis là, ben, vous allez pouvoir voir qu'à la sortie, ben, la lumière diffracte, c'est-à-dire qu'elle s'étend avec un certain angle. Donc, j'espère que ça va. Donc, ici, attendez un instant. Double fente. On va mettre deux fentes. Il ne donne pas la liberté d'en prendre juste seulement une, mais on va en prendre deux, au moins, ça va être ça. Donc, vous voyez, vous avez un panneau avec deux fentes. J'ai le pouvoir dans l'animation de jouer sur la largeur des fentes. J'ai le pouvoir sur la longueur d'onde. On va y aller avec ça. Bon, des photons. OK. Haute intensité, comme ça. Double fente. Et voilà. Et là,
Ça, c'est la lumière. Et là, vous voyez, oui, qu'il y a un effet d'interférence, mais là, j'ai pas réussi à bien montrer le phénomène de diffraction avec ci. Donc, c'est pas avec cette animation-là que je vais réussir. Bon, je vais revenir à mon image du début. Donc, quand on fait passer une lumière à travers une fente, à la sortie, la lumière s'ouvre. Et puis, ce qu'on va voir sur un écran éclairé, c'est ce que vous voyez ici, c'est le profil, là. C'est l'intensité de la lumière. Donc, vous l'avez ici en graphique, qui est, la hauteur représente l'amplitude et l'intensité de la lumière, autrement dit l'amplitude des ondes, qui est en rapport avec l'intensité. Et ce qu'on voit sur un écran, là, si la longueur d'onde si la largeur de la fente est suffisamment petite en rapport avec la longueur d'onde, ben, on voit un profil comme ça. C'est pas une lumière continue. On voit qu'il y a de l'interférence. C'est pas vraiment de l'interférence, là, parce qu'il y a une seule lumière, mais on voit qu'il y a un profil comme ça qui se fait. Il y a une explication à ça, là, il y a plusieurs franges. Il y a la frange centrale, mais il y a d'autres petites franges voisines qui accompagnent la frange centrale ici de chaque côté. Si je joue sur la largeur de la fente, la diffraction est plus intense. Voilà. Donc, je finis par faire étendre la lumière suffisamment, même si la lumière passe juste à travers une petite fente. Ce sera pas, autrement dit, la lumière ne sera pas concentrée uniquement au centre. Elle va s'étendre sur tout l'écran. Si ma fente s'élargit, le phénomène de diffraction il est moins intense. Donc, l'ouverture de la lumière, son angle d'ouverture est moins élevé, donc la partie éclairée va être plus mince. Si je prends une largeur d'écran intermédiaire, et cette fois-ci, je joue sur la longueur d'onde, je prends une longueur d'onde plus courte, dans le bleu, ben, on voit qu'il y a une différence. Donc, on voit que le phénomène de diffraction, il est plus intense avec une longueur d'onde plus grande pour une taille de fente donnée et moins intense qu'avec une longueur d'onde plus courte. Donc, ce phénomène-là, là, ça s'appelle le phénomène de diffraction, tout simplement. Donc, diffraction par une fente. Donc, c'est ce qui explique pourquoi ce qu'il faut être conscient, c'est que pour qu'il y ait de l'interférence, il faut qu'il y ait de la diffraction quand on fait passer la lumière à travers une série de fentes. Là, je m'en vais vers ça présentement. C'est pas ça, interférence ici. Et voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est justement le résultat. Donc, mettons, si je me mets en diffraction, là, donc une largeur de fente moyenne, disons. Si ça, c'est la distance, il y a seulement une fente, donc je ne peux pas jouer là-dessus. Donc, vous voyez ici, ça reproduit ce que je vous ai montré tantôt. Donc, on a une seule fente. Mais dans le fond, il y en a deux, là, ici. Donc, il y a deux fentes. Mais je fais mettre en évidence seulement le phénomène de diffraction sur l'écran. OK? Que je peux faire varier avec la largeur des fentes. Maintenant, si je choisis une certaine largeur de fente, ici, il y a deux fentes, une à côté de l'autre. Donc, il y a une lumière incidente qui va arriver et une portion va passer à travers la première fente, une autre portion à travers la deuxième. Et là, à la sortie, il y a le phénomène de diffraction. Donc, la lumière va s'étendre de chaque côté. La même chose pour les deux fentes. Et comme on a vu tantôt, là, il va y avoir de l'interférence. Et là, je vous montre ici le résultat en interférence. Donc, vous voyez là, on a la frange centrale, pour laquelle il y a toujours une frange lumineuse, parce que euh, au point de rencontre, au centre, les deux ondes qui se rencontrent ont parcouru la même distance, et donc les sommets arrivent en même temps, au même point, ça fait une partie d'écran éclairé. On a la même chose ici, au deuxième, de chaque côté, interférence constructive du premier ordre. Et puis, si je mets global,
Oups, là non, je vais faire tantôt ça. Et si je joue sur la largeur des fentes, mettons, j'utilise pas la largeur, la distance entre les fentes. Si j'augmente la distance entre les fentes, ben, vous voyez que les différentes franges d'interférence se rapprochent. C'est comme un effet accordéon, là. L'angle des, d'interférence diminue et les franges se rapprochent vers le centre et se rapprochent les unes des autres aussi. Si je diminue la distance entre les fentes, les franges d'interférence s'éloignent du centre et s'éloignent les unes des autres aussi. Donc, vous voyez, c'est un effet accordéon, là. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir cette situation-là. Donc, des franges les plus loin, éloignées les unes des autres possibles. Tandis que ça, c'est moins intéressant. Parce qu'éventuellement, ça peut nous empêcher de distinguer sur un détecteur des ondes dont les longueurs d'onde sont voisines. Donc, ça peut nous empêcher de distinguer la longueur d'onde émise par un élément qui s'avère être proche d'une autre longueur d'onde d'un autre élément. Donc, c'est de ça l'intérêt. Mais ça, je vais en reparler plus loin, là. Voilà. Donc, il faut avoir des distances entre les fentes la plus petite possible pour avoir des distances entre les franges les plus grandes possibles. OK. Là, maintenant, je vais faire un autre changement. C'est que présentement, j'ai un système à deux fentes. Mais regardez bien ce qui se passe si je rajoute des fentes. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas changé la distance entre les fentes. J'en ai juste rajouté deux autres sur le panneau, à travers laquelle la lumière passe. Donc, à la sortie du panneau, il y a donc quatre ondelettes qui vont sortir et se rencontrer et faire de l'interférence. Et regardez, si je mets deux encore, qu'est-ce qu'on constate comme changement? C'est la largeur des franges. Les franges ne changent pas de position. Par contre, elles deviennent plus minces. Et si j'en ajoute encore davantage des fentes, les franges s'amincissent davantage encore. 32. Et voilà. Ça, c'est quelque chose d'important aussi parce que ce qu'on veut faire, c'est de séparer le plus possible les franges de longueur d'onde qui sont voisines. Donc, là, ce que je vais faire, là, je vais mettre ça à deux fentes, puis je vais changer la longueur d'onde. Je vais prendre une longueur d'onde, mettons, relativement proche. 640, 580. Vous allez voir que les franges arrivent presque au même endroit, une autre couleur. Vous voyez? Je fais ça rapidement. Là. Je ne suis pas capable de faire apparaître les fentes en même temps, mais vous êtes en mesure de voir qu'elles arrivent presque au même endroit. Donc, quand on est un détecteur, puis qu'on a deux ondes différentes qui arrivent sur le même détecteur, le système n'est pas capable d'en faire la différence. Donc, l'intérêt, diminuer, je vais comme avant que jouer sur la largeur de la distance entre les fentes, je vais rajouter des fentes. Si je fais le même exercice, donc il est plus facile de distinguer les deux ondes de longueur d'onde proches. Elles vont moins s'embarquer l'une sur l'autre parce qu'elles sont plus minces. Fait que pour un détecteur, c'est plus facile à distinguer. C'est en passant, là, ce phénomène-là, on appelle ça le pouvoir de résolution d'un système, d'un détecteur. Et là maintenant, si je multiplie le nombre de fentes et que je diminue aussi leur, leur distance entre elles, donc si je fais ça, et regardez bien, si je change la longueur d'onde, c'est encore plus évident qu'ils n'arrivent pas au même endroit. Vraiment, là, les deux franges, ou les deux longueurs d'onde différentes, arrivent vraiment à des endroits différents. Là.
Je fais 640 avec 590, là. Donc vraiment, là, je viens de les séparer là, beaucoup plus que si je n'ai que deux fentes et si ma largeur entre les fentes est plus grande. Regardez là, si observez bien la première qui est ici, là, à droite. Donc vous voyez qu'elles sont quasiment au même endroit. Là, là pour un détecteur, là, c'est pas facile à distinguer ça. Donc, on a tout intérêt à multiplier le nombre de fentes et à diminuer le plus possible la distance entre elles pour séparer les franges de longueur d'onde qui peuvent être proches. Donc ça, c'est vraiment très important à souvenir et à comprendre. Je vais vérifier le temps qui me reste pour la capsule. Juste un petit moment. OK, je peux prendre encore une dizaine de minutes. Voilà. Et puis, ce que je vais prendre le temps de faire aussi global, comme ça. Oups. Voilà. Prendre une longueur d'onde plus longue, comme ça. Global, c'est que vous avez la diffraction qui est ici. Il y a deux phénomènes en parallèle. Il y a un phénomène de diffraction causé par le fait que la lumière traverse une fente et à la sortie de la fente, la lumière va s'étendre avec un certain angle de diffraction. Et parce qu'il y a plus qu'une fente, je vais en remettre deux ici. Mettre deux. Il y a deux fentes. En plus du phénomène de diffraction, il y a le phénomène d'interférence qui fait apparaître des franges. Donc, globalement, ça donne ça. Autrement dit, les franges, elles sont incluses dans l'enveloppe de diffraction que vous voyez ici. Je vais le mettre plus en évidence en prenant. Donc, vous avez ici l'enveloppe de diffraction centrale. OK? Et lorsque on inclut les franges d'interférence, vous allez voir que les franges d'interférence, là, leur pic, leur sommet, là, correspondent à l'enveloppe de diffraction. Comme ça. Donc, les franges d'interférence sont incluses dans l'enveloppe de diffraction. OK? Donc, c'est pas ça qu'on a ici, c'est parce que je faisais juste tenir compte de l'interférence, sans tenir compte de la diffraction. Ici, c'est que de la diffraction, c'est-à-dire c'est sans que je ne fais pas apparaître les franges d'interférence. Tandis qu'ici, c'est global, ce qu'on voit en réalité sur un écran. Donc, le global des deux, la diffraction plus l'interférence. Donc, les franges d'interférence, leur hauteur ne dépasse pas l'enveloppe de diffraction. Leur hauteur correspond à l'enveloppe de diffraction. Donc, la première frange d'interférence, donc la frange la plus haute, c'est la frange au centre. Et ensuite, les deux premières franges de chaque côté, d'ordre 1 et moins 1, correspondant à l'interférence constructive correspondant à un cycle complet, ben, sa hauteur correspond à la hauteur de l'enveloppe de diffraction. Et là, si on considère la deuxième frange d'ordre 2, correspondant à une différence de marge de deux cycles de longueur d'onde, ou deux longueurs d'onde, deuxième interférence, troisième, c'est-à-dire interférence constructive après 0, 1 et 2, donc la troisième, ben, l'intensité de la frange est encore plus basse, parce qu'elle doit respecter le phénomène de diffraction. Voilà. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que on perd de l'intensité de lumière à cause du phénomène de diffraction au fur et à mesure qu'on considère des ordres de plus en plus élevés. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle un peu pour les systèmes de détection. Parce qu'en spectrométrie, les détecteurs ont besoin de lumière intense pour être capables de détecter quelque chose. D'autant plus qu'on analyse des éléments qui peuvent être assez très peu concentrés et donc émettre peu de lumière. Il faut donc aller maximiser le plus possible la réponse au signal en maximisant la lumière, en tout cas en diminuant le plus possible les pertes de lumière. Et là, voyez-vous, on a potentiellement des pertes de lumière à cause du phénomène de diffraction. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les fentes dans le système vont être les plus petites possibles.
des fentes de largeur très petite, de façon à aller euh, maximiser le phénomène de diffraction, puis aller chercher le maximum de lumière. Si les franges, si la taille des fentes est trop élevée, on perd de l'intensité, on perd d'énergie, et là, les détecteurs reçoivent beaucoup moins de lumière, puis ils seront beaucoup moins capables de détecter. On ne sera pas capable de détecter autrement dit, ça va faire monter la concentration limite détectable. Par exemple, s'il y a 0,001% de carbone, ben, dans l'acier, on ne sera pas capable de le détecter. On va être capable de détecter seulement à partir, par exemple, de 0,05, disons. Mais si je fais un système dans lequel les fentes sont très petites de largeur, ben là, je vais chercher de la lumière sous les franges d'interférence. Et puis là, les détecteurs sont contents, ils reçoivent plus de lumière. Fait que ça me permet d'être capable de détecter des éléments moins concentrés dans l'alliage. Donc, les largeurs de fente permettent une bonne limite de détection. Tandis que la distance entre les fentes me permet d'avoir une bonne dite résolution, me permet de distinguer les différentes longueurs d'onde les unes des autres, donc les éléments des uns des autres. Donc, vous voyez là, de simples phénomènes de physique des ondes, comme ça, là, de nature, de comportement ondulatoire, ben, on s'en sert pour avoir de l'information pratique dans un tout autre domaine, c'est-à-dire en métallurgie, la concentration des éléments d'alliage. Euh, bon, fait que je pense que je vais m'arrêter là pour la deuxième capsule de la première semaine. Je vais encore éclaircir d'autres points autour de ce que je viens de parler. Dans les prochaines capsules, je vais aussi m'attarder un peu sur l'effet Compton, l'effet photoélectrique. Je vais faire des liens avec la structure atomique, avec ce qu'on vient de voir. Et puis, tranquillement, là, pas vite, là, je vais commencer à aborder des aspects de plus en plus pratiques, parce que là, c'est sûr que c'est de niveau très théorique, mais c'est quand même pertinent et important de fournir de ce genre d'explications-là, comme je viens de faire. Moi, ce que je trouve important là, comme enseignant, pour donner un cours comme celui d'analyse chimique, métallurgique de base, c'est que je veux pas que un technicien n'est pas supposé avoir une perception d'un instrument comme étant mystérieux ou de la magie. Donc, moi, je trouve ça important que de votre niveau, là, que vous puissiez avoir une bonne idée du principe de fonctionnement, puis avoir des explications un peu sur comment ça se fait qu'on en arrive à avoir un résultat de composition chimique en brûlant un échantillon. Donc, je veux pas que dans votre tête, là, ça demeure des affaires de bon, c'est mystérieux, c'est de la magie, c'est trop compliqué. Je veux vous donner un minimum d'informations puis de notions pour que vous puissiez avoir une perception des instruments de mesure comme étant des systèmes qui reposent sur des éléments qui sont tout à fait logiques en exploitant des phénomènes de physique qui sont quand même depuis assez longtemps là, compris et connus là, de la part au niveau scientifique. Donc, je vous laisse là-dessus pour les capsules de la semaine et rendez-vous dans une prochaine capsule correspondant au cours de la deuxième semaine.